Bonjour Bretagne, ravi de vous retrouver comme chaque soir pour décrypter l'actu régionale. Salut Sophie. Salut Christophe. Alors Sophie, c'est le jour d'après, ce mercredi. La France a vécu une journée historique. C'est la première fois depuis 1962 qu'une motion de censure renverse un gouvernement. Hier soir à l'Assemblée nationale, après 3 heures d'échanges intenses, 331 députés ont donc voté en entraînant la démission du Premier ministre et de son gouvernement. C'est bien sûr l'actu du jour. On en parle avec nos invités en plateau. Sandrine Lefebvre, bonsoir, députée du Finistère, Ensemble pour la République. Pierre-Yves Cadalin, lui aussi député, mais NFP, LFI. Bonsoir. Et en visio, un autre député des Côtes-d'Armor, cette fois-ci, Corentin Le Fur de la droite républicaine. Bonsoir à vous trois. Et avec Hubert Coudurier, nous évoquerons la tension entre la France insoumise et le Parti socialiste. Stop ou encore élément de réponse dans un instant. Et en fin d'émission, Tanguy Moana. Salut Tanguy. Rédacteur en chef de Bretagne Magazine, et il nous présentera un nouveau venu dans les magazines de territoire. Il s'appelle Mon Finistère, juste après le point sur l'actu de ce jeudi 5 décembre 2024. Le geste est inédit depuis 1962 à l'Assemblée nationale. Le gouvernement de Michel Barnier a été renversé, comme tu le disais Christophe, ce mercredi soir par le vote de 2 motions de censure adoptées par 331 députés. C'est 43 voix de plus que la majorité absolue. Mais savez-vous comment ont voté vos députés bretons sur les 27 répartis dans les 4 départements? 9 élus LFI, socialistes et écologistes ont voté pour. En opposition, les 18 restants du centre et de la droite républicaine. Au lendemain de ce renversement, nous sommes allés recueillir votre réaction à chaud à travers la Bretagne. Écoutez. Alors à vrai dire, ce n'est pas vraiment un problème en soi qu'il n'y ait pas de gouvernement pour le moment. Nous, ce qui nous semble important, c'est que l'ensemble des travailleurs commencent à lutter. Là, le gouvernement est tombé hier et les noms qui circulent, alors bien sûr rien n'est fait encore, c'est quand même des noms comme Retailleau ou Darmanin, donc on a l'impression que ça va recommencer. Donc moi, c'est pour moi un symbole fort au prochain gouvernement qui n'est pas encore nommé. La censure, c'était une bonne chose. Voilà, clairement, vu le plan, le projet de financement qui était annoncé, aurait dégradé la situation du service public, de l'hôpital public, de nos droits, notre protection sociale, et on ne pouvait pas laisser faire. Je suis un peu méfiant. Je vais voir aussi la suite de cette motion de censure qui va être nommée à la place de M. Bernier. J'espère que le résultat des élections sera respecté. Je me fais pas trop d'illusions, mais bon voilà, j'attends avec impatience qui sera nommé Premier ministre, quoi. C'est vrai que j'ai du mal à avoir des attentes parce que pour l'instant il ne nous a pas attendu à grand chose. Mais ce qu'on souhaite quand même, c'est qu'il y ait une prise de conscience. Je ne souhaite pas forcément particulièrement sa démission en tant que telle, parce que je pense que le danger aujourd'hui, c'est que le Rassemblement national prenne le pouvoir. Mais c'est surtout qu'il y a une prise de conscience, qu'une autre politique est possible. Sandrine Lefebvre, Sophie le rappelait il y a un instant, ce vote fut historique. Comment avez-vous vécu, vous, ce moment hier dans l'hémicycle? Quel regard vous portez justement sur cette alliance? Déjà, je peux regretter que dans les intervenants, il n'y ait pas plus de chefs d'entreprise, d'agriculteurs qui n'auraient peut-être pas eu la même vision de cette censure. Lorsque je vois tous les messages de soutien que j'ai pu recevoir de gens de ma circonscription pour me souhaiter bon courage, qui trouvent ça inadmissible ce qui s'est passé, que c'est une alliance contre nature, une alliance des extrêmes. Il faut savoir qu'en Allemagne, par exemple, avant qu'une motion de censure soit validée, il faut qu'une nouvelle coalition soit proposée, ce qui évite des alliances comme celle-là, contre nature, qui renversent un gouvernement pour renverser un gouvernement, mais qui ne propose rien derrière. C'est quoi? C'est une déception? C'est la tristesse? C'est le cœur? Qu'est-ce que vous avez vécu hier soir? Oui, moi je pouvais avoir des désaccords avec Michel Barnier. Je me suis exprimée sur ces désaccords, mais je crois que l'intérêt du pays doit passer avant l'intérêt des partis. Et ce n'est pas le cas pour le nouveau Front populaire ou le Rassemblement national. Corentin Le Fur, vous souteniez ardemment Michel Barnier. Quelle fut votre réaction quand vous avez vu le résultat du vote hier soir? C'est surtout un sentiment de gâchis au moment où notre pays a besoin de stabilité, de sérénité, d'avancer, alors que les enjeux et les sujets sont majeurs. On retourne, on rebascule dans l'instabilité, dans le désordre et dans une forme d'enlisement que je regrette. Et cette censure, en effet, c'est l'alliance des deux extrêmes. À mon avis, elle s'est faite de manière assez irresponsable et elle aura des conséquences lourdes et elle risque d'être payée par
par la France qui travaille, par les agriculteurs, par beaucoup de Français qui vont payer finalement la facture de cette censure et c'est regrettable. Donc vraiment le sentiment de gâchis et au moment où je pense que le gouvernement commençait à travailler, tout s'arrête bien vite. Pierre-Yves Cadalin, avez-vous tremblé hier soir? Bien, moi déjà, non, j'étais convaincu forcément qu'il fallait censurer le gouvernement de Michel Barnier. Je veux dire que beaucoup de nos concitoyens et de nos concitoyennes me témoignent d'un grand soulagement aujourd'hui. Parce qu'en réalité, eh bien, le budget proposé par Michel Barnier proposait 40 milliards de coupes budgétaires dans les services publics, dans l'hôpital. Vous avez montré les images et les témoignages de soignants, d'enseignants, auxquels je veux adresser toute ma fraternité, toute ma solidarité. C'est aussi avec eux, avec l'ensemble des travailleurs qui aujourd'hui d'ailleurs souffrent. Aujourd'hui, la fonderie de Bretagne de Caudan est touchée, qui est mise en cause la politique économique générale, non seulement proposée par Michel Barnier, mais qui en réalité est menée depuis 2017. C'est une logique politique qui repose globalement sur l'idée de ne pas conditionner les aides publiques aux entreprises et en verser énormément, notamment aux grosses entreprises, et ensuite de réduire les dépenses dans les services publics, tout ce qui constitue notre République sociale. Et le problème de cette logique économique générale, nous le voyons, elle est récessive. Aujourd'hui, il y a une crise dans le secteur industriel, il y a une crise dans le secteur agricole, les services publics se portent très mal, donc il faut une alternative. Et en quelque sorte, le vote de censure envoie ce signal et rappelle que en juillet dernier, c'est le nouveau Front Populaire qui est la coalition parvenue en tête des élections, parce qu'en réalité, certains agitent les peurs de façon assez irresponsable, mais personne n'est surpris que ce gouvernement tombe, car en réalité, le Premier ministre était issu d'un parti qui avait fait 5% au premier tour des élections. Coalition, mais vous n'êtes déjà pas d'accord entre vous, entre le PS et la France Insoumise. Aujourd'hui, on discute avec Madame le Lefebvre, Parti nous avons voté Socialiste, et croyez-moi 90% ensemble. ils ont tremblé sur le budget, avant de voter sur le cette motion de budget. censure. Madame Lefebvre, non, mais non. Bien sûr ne parlez pas à leur place. Madame Lefebvre, sur le budget, la discussion budgétaire. On va avancer non, mais ces accusations sont infamantes et je ne vous laisserai pas les faire. Je suis favorable. D'ailleurs, samedi, je vais à la commémoration pour la loi de 1905. Elle vient de notre camp politique et de notre famille politique, la loi sur la laïcité. Je pense que vous pouvez vous économiser ce genre de réactions dans les cortèges, parmi les critiques. Le vote, justement, vous l'évoquiez, commun de la censure du RN et NFP, cette alliance de la carpe et du lapin, est-elle contre du NFP, est-elle malgré tout contre nature, Pierre-Yves Cadalin? C'est contre nature ou pas? Mais comme je le disais, la motion de censure a été déposée par la France Insoumise et l'ensemble du nouveau Front Populaire, et ensuite tous les députés sont appelés à voter. Sur les arguments. Sur les arguments. Sur les arguments, jamais été votée sans le Rassemblement national. Si vous voulez bien me laisser répondre. Sur les arguments que je venais d'avancer, eh bien, y compris certains députés macronistes auraient été fondés et légitimes à censurer le gouvernement, car en réalité, c'est cette logique générale qu'ils proposent qui conduit le pays au désastre. Donc il faut une autre logique, c'est celle que nous avions proposée lors du budget, et notamment du volet recettes du budget, avec de nouvelles recettes sur les ménages les plus fortunés, sur les plus grosses entreprises, car il y en a en manque à gagner pour 70 milliards par an depuis 2017. Alors évidemment, on ne fait pas semblant ensuite de découvrir le trou dans la caisse. Il y a un côté un peu lunaire là-dedans. On va avancer sur le débat. Mélanie Thomas, la députée PS du Finistère, porte-parole aussi du Parti Socialiste à l'Assemblée nationale, revient justement sur cette divergence entre LFI et le PS. On l'écoute au micro d'Enora Lenôtre. Pour répondre à cette crise, nous proposons de chercher des majorités texte par texte à l'Assemblée. Le Parlement doit être au cœur de la réflexion, au cœur des rendez-vous politiques que nous devons avoir dans le pays pour pouvoir trancher sur différents sujets et qui sont des sujets vraiment indispensables pour répondre aux besoins des Français. Et donc, répondre texte par texte aux difficultés du pays, ça suppose de travailler avec un accord de non-censure dans l'arc républicain. Ça, c'est vraiment un point très essentiel. Et ça suppose aussi que nous trouvions un ou une première ministre qui soit issue de forces suffisamment fortes à l'Assemblée nationale pour faire barrage à l'extrême droite. Et chez les socialistes, nous suggérons que ce premier ou cette première ministre soit issue de ces forces de la gauche, ou en tout cas que le Premier ministre incarne, ou en tout cas partage les valeurs de la gauche pour pouvoir trouver des majorités de texte, mais aussi un accord de non-censure à l'Assemblée nationale.
Alors, on retrouve à Paris Hubert Coudurier, le directeur d'information du Télégramme. Bonsoir Hubert. Scission, divergence, point d'achoppement, le PS et LFI ne sont plus à l'unisson. Posture politique ou choix stratégique à l'heure où il faut peut-être devenir fréquentable pour être à la tête du gouvernement? D'abord, on a vécu quelque chose d'assez nouveau en France, donc il va falloir un certain temps pour s'y habituer. Peut-être qu'aussi les positions des uns et des autres vont se rapprocher d'une bipolarité qui maintenant est tripolaire, et donc ça complexifie un peu les choses. Ce qu'on peut dire, c'est que les plaques tectoniques sont en train de bouger au sein de la gauche. Pour autant, est-ce que les socialistes vont réussir à reprendre la main? Boris Vallaud, François Hollande, Carole Delga, enfin tous ceux qui ont une culture du gouvernement, est-ce qu'ils vont être capables de reprendre la main face aux insoumis qui proposaient 70 milliards de dépenses supplémentaires? Bon, je sais bien que le Premier ministre Michel Barnier, lui, a lâché une dizaine de milliards, et je ne pense pas qu'il aurait été capable de faire 40 milliards d'économies. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il va y avoir des socialistes capables finalement d'imposer leur loi aux insoumis qui, depuis quand même quelques mois, sont en train de définir le tempo et dans le fond n'attendent qu'une seule chose, c'est une élection anticipée. On va entendre le chef de l'État ce soir aux 20h. Ce serait sans précédent, je veux dire, une démission du chef de l'État, même si 60% des Français y sont favorables, ça n'est absolument pas envisageable, ça serait contraire à la Constitution. Le problème du chef de l'État, c'est de tenir jusqu'à la possibilité de dissoudre à nouveau l'Assemblée, qui pourrait cette fois vraiment la clarifier. Et ça, c'est en juin prochain. Et donc, la solution, c'est peut-être quand même, effectivement, pour le chef de l'État, de donner sa chance à la gauche, puisqu'elle l'a tellement réclamé, à moins qu'il ne sorte de son chapeau François Bayrou, qui pourrait constituer une coalition, je dirais, autour du centre, un front républicain, pour cette fois, qui, pour le coup, serait vraiment efficace. Merci Hubert Coudurier. Corentin Le Fur, quelle place entendez-vous jouer justement maintenant que vous allez peut-être être un peu plus isolé dans l'hémicycle? On va déjà attendre de voir, parce qu'il y a beaucoup de supputations. Mais évidemment, nous, on prendra nos responsabilités dans le sens de l'intérêt général. Ce qu'on voit malheureusement, c'est qu'en effet, des décisions irresponsables, et en effet, l'alliance des deux extrêmes, le RN qui a mêlé ses voix avec LFI, les deux qui se sont alliés, dans le seul but de créer l'instabilité et le chaos. Je le regrette. Nous, on aura une étude complètement différente. Le but, c'est d'être responsable et d'œuvrer à l'intérêt du pays pour apporter des solutions sur le pouvoir d'achat, sur la santé, sur l'accès aux soins, sur la sécurité. Et donc, ça nécessite une culture de compromis qu'on appelle de nos voeux. Il faut qu'on arrive, même si on n'est pas d'accord sur tout, sur l'essentiel à se retrouver pour avancer. Et j'espère qu'on aura un rassemblement très large. Moi, je regrette qu'en effet, que les socialistes se soient alliés avec les sociodémocrates se soient alliés avec l'extrême gauche et laisser les LFI faire la pluie et le beau temps au sein de la NFP. Et j'espère qu'on arrivera à avoir une culture de compromis parce qu'il faut apporter des solutions urgemment pour les Français qui le demandent. Françoise Gatel est désormais ministre démissionnaire chargée de la ruralité, et du commerce et de l'artisanat. 11 semaines, voilà quelle a été la durée de vie du gouvernement Barnier, dont elle va désormais, selon toute vraisemblance, retrouver sa fonction de sénatrice d'Ille-et-Vilaine avec le sentiment d'avoir tenté au moins de faire progresser les dossiers lors de son passage au ministère. On écoute au micro de TVR. J'ai participé à décider de la création d'une trentaine de maisons France Service nouvelles, de 80 tiers-lieux, dont un à Couem. J'ai permis qu'à Saint-Malo, on puisse poursuivre le programme de rénovation urbaine et de construction de logements sociaux. Je suis allée dans des départements du sud de la France où des petites communes ont vécu 3 calamités climatiques. Depuis 2023, l'État n'avait pas apporté de réponse. J'y étais la semaine dernière, j'ai rencontré des maires exceptionnels et l'État leur a apporté une aide considérable de 48 millions. On était peu présents dans les médias parce que je pense qu'on était là pour agir avec modestie et humilité. Modestie et humilité, il fallait agir et être sur le terrain. Pas facile dans ces conditions-là non plus de travailler.
Pierre-Yves Cadin, un mot sur une réaction peut-être justement par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure sur cette alliance entre LFI et puis PS. Oui, et RN. Sur le terrain et dans la ruralité, moi j'ai été de toutes les manifestations à Carré avec Mélanie Thomas, donc nous sommes aussi ensemble dans la lutte, comme nous l'étions d'ailleurs à la manifestation pour la fonction publique. Et ensuite, nous avons voté ensemble la motion de censure. Et nous ne cessons de dire, depuis juillet, qu'il y a un programme qui nous engage vis-à-vis des concitoyens qui ont voté pour le nouveau Front populaire. Ce programme doit être respecté et Lucie Castet est le nom qui est toujours sur la table. Mais la situation a changé en un point précis. C'est le président de la République, par son choix, qui devait garantir une grande stabilité. Résultat des courses, c'est le gouvernement le plus court de l'histoire de la Ve République, est politiquement responsable de la gravité de la situation, donc il faut qu'il démissionne. Et je crois que la question de la VIe République, de rénover nos institutions est dans tous les esprits. Car que tout soit décidé à l'Élysée, et tout de même, non, Charles de Courson, Hervé Morin, Jean-François Copé, le président de l'Association des maires de France, David Lisnard. Le Front populaire et notamment la France insoumise, c'est qu'ils veulent nous imposer un Premier ministre ou une Première ministre, ils veulent nous imposer un programme. Michel Barnier, quand il est arrivé, il n'a pas dit « je suis chez les LR, je veux imposer le programme des LR ». C'est pas vrai, il a composé avec le socle commun. Aujourd'hui, le nouveau Front populaire ne nous demande pas de composer. Il ne faut pas être dupe sur ce qu'ils recherchent derrière, et notamment la France insoumise. Ils savent aujourd'hui que Mélenchon est un peu le seul candidat à la présidentielle pour le nouveau Front populaire, et ce qu'ils veulent, c'est le placer en demandant la démission d'Emmanuel Macron. Et ils ne souhaitent pas, et ils souhaitent aller le plus vite possible pour éviter que le Parti socialiste ou chez d'autres émerge un candidat qui pourrait venir entacher l'image et la capacité de se présenter de Jean-Luc Mélenchon. Donc il ne faut pas être dupe sur le calendrier de la France insoumise et la démission de Macron qui demande depuis déjà plusieurs mois. Avec des l'association des maires de France tout de même, et puis nous sommes engagés pour apporter des solutions à la crise politique actuelle et répondre aux besoins de nos concitoyens. Corentin Le Fur est en visio, c'est plus compliqué. On vous écoute, Corentin Le Fur. Pierre-Yves Cadin, s'il vous plaît. Non, mais l'urgence, c'est de travailler, c'est pas de supputer sur une démission du président de la République ou d'une crise de régime. Là, les élections, les Français ont choisi. Il y a un gouvernement, personne n'a de majorité. Donc, on a besoin de travailler et de trouver des compromis. Et on a besoin d'apporter des solutions concrètes sur le pouvoir d'achat, sur la désertification médicale, sur la crise de l'hôpital. Et ça nécessite de voter et d'avoir un Parlement et un gouvernement au travail. Et pour l'instant, on perd du temps. On perd du temps sur la loi agricole. Alors il y a beaucoup d'urgence dans le pays et on n'avance pas. L'inconnu, justement, fait peur. Le monde économique n'aime pas forcément les situations d'instabilité. Dans le secteur agricole, les mesures d'aide et allègement de charges seront vraisemblablement supprimées, ce qui n'est pas fait pour rassurer le président de la Chambre d'agriculture de Bretagne. C'est l'invité d'Eco&Co, on l'écoute. Il y a un certain nombre de mesures, je pense aux mesures fiscales, aux mesures d'aide pour l'agriculture qui devaient passer au travers de certains amendements et de certaines lois, du jour au lendemain ne passeront pas. Et de ce fait, on se retrouve de retour au point zéro, je vais dire. Donc c'était 300 millions, la garantie d'avoir obtenu 300 millions d'euros pour couvrir les allègements de charges et 75 millions notamment pour répondre à la surmortalité ovine et bovine. Dans ces cas-là, quel regard vous portez sur la situation politique que traverse la France actuellement? Cela vous inquiète-t-il pour l'avenir? Complètement. C'est-à-dire que quand on voit ça, on se pose quand même les questions. Nos gouvernants, finalement, se jouent un peu des entreprises que nous sommes aussi, quoi. Et donc, pour la partie agricole, qui plus est, était dans un contexte assez compliqué quand même, et avec des éléments chiffrés qui démontrent que l'agriculture française est en train de se dégrader à grande vitesse, il y avait vraiment besoin de réagir et vite, quoi. Et c'est pour ça que ça nous interpelle et ça nous inquiète en même temps de voir cette situation. Sans de faire une réaction justement sur cette situation. Je partage entièrement les propos du président de la Chambre d'agriculture de Bretagne sur les allègements de charges, les mesures qui étaient prises pour les agriculteurs, tout ça est mis à la poubelle, et les chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans, etc., tout est mis à la poubelle. Corentin Le Fur, on fait comment pour aider le secteur agricole? Il faut qu'on travaille très vite, on a besoin de simplification, on a besoin de baisse de charges, de les laisser travailler, de redonner du prix, on a besoin d'avancer. Et là, on perd du temps pour le monde agricole. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été entrepris depuis des semaines en négociation et qui aurait pu permettre d'avoir une loi agricole dès le mois de janvier, qui aurait été beaucoup plus efficace, beaucoup plus musclée et qui arrivait au Sénat, là, tout ça, c'est du temps perdu, alors qu'il y a urgence pour nos agriculteurs. Pierre-Yves Cadin. Oui, d'abord, il y a une loi qui avait failli être votée lors de la dernière législature. C'était une loi sur les prix planchers et l'encadrement des marges de l'agroalimentaire. Je veux dire, elle est toujours là, elle est toujours disponible. Et par ailleurs, le budget Barnier prévoyait une baisse de 600 millions du budget sur l'agriculture. Et ensuite, je veux tout de même dire un mot.
pour rassurer tout le monde, il y aura un budget. Arrêtons d'agiter les peurs d'ici ou là. Il y aura un budget, et il va être adopté un peu plus tard, mais je pense qu'il faut apporter de la sérénité, y compris pour ce que vous disiez sur les acteurs économiques. Car ceux qui agitent les peurs en tous sens, j'entendais Elisabeth Borne dire on ne pourra plus utiliser sa carte vitale au 1er janvier. Mais c'est inadmissible, la sécurité sociale peut engager des recettes sans le PLFSS. Elle est d'ailleurs indépendante de l'État, c'est le principe. Vous parliez des mobilisations aujourd'hui, Pierre-Yves Cadin. Sophie. Et voilà, autre fait marquant du jour, la grève dans la fonction publique en Bretagne. Plus de 12 000 manifestants sont descendus dans les rues de Rennes, Brest, Morlaix, Saint-Brieuc, Lorient ou encore Vannes. La journée a été très perturbée dans les écoles, collèges et lycées bretons. Les cantines scolaires également ont été fermées. Les agents publics dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et de leur rémunération. Nous avons recueilli leurs témoignages. Écoutez. Le fonctionnaire est attaqué massivement, surtout tous les avancés. Agents publics, personnel hospitalier, enseignants, l'ensemble de la fonction publique s'est mobilisé ce jeudi. Les manifestants avaient toujours les coupes budgétaires dans le viseur malgré la censure du gouvernement. Ils s'opposent aux 3 jours de carence en cas d'arrêt maladie, ainsi qu'au gel de leur indice. Moi je suis là à la manifestation, c'est plus pour les jours de carence en fait. Parce que nous, par rapport aux enfants qui sont souvent malades, donc nous, on attrape tous les microbes. Et c'est pénalisant, c'est une double peine pour nous parce qu'on a le jour de carence et en plus sur la prime qu'on a sur nos salaires en fait diminue à chaque fois. Mais c'était aussi l'occasion pour les fonctionnaires de dénoncer le bashing dont ils seraient la cible. Ils en ont marre de l'opposition des droits entre le public et le privé. Un fonctionnaire, c'est quoi? À l'hôpital, un fonctionnaire, c'est H24. C'est de la blouse blanche, on est d'accord, mais c'est aussi nos ouvriers. Et on y est très attachés. Nous, on est tous une chaîne pour prendre en charge le patient. Et ça, c'est dans le statut, on y tient et c'est protecteur pour tous. Au total en France, plus de 246 000 personnes étaient en grève, soit 18% des effectifs. Et certains manifestants appellent déjà à d'autres mobilisations. Déjà que cette journée elle soit réussie, mais effectivement il faudra d'autres luttes et une lutte d'ampleur plus importante pour arracher notre dû, en fait. Voilà. La semaine prochaine, d'autres grèves sont à prévoir, mais cette fois du côté de la SNCF. La mobilisation des cheminots doit débuter à partir du 11 décembre. 300 emplois sont toujours menacés à la fonderie de Bretagne. Renault, principal client de l'équipementier morbihanais, a rejeté les conditions posées par le repreneur du site, Private Assest. Après des mois de négociations, l'avenir de l'usine de Caudan est donc compromis. En refusant de financer le projet de reprise, Renault condamne l'entreprise à très court terme, selon la direction. L'État s'était pourtant engagé à soutenir cette reprise à hauteur de 14 millions d'euros. On écoute Christophe Mayotte, responsable d'achat à la fonderie de Bretagne, au micro de Jérémy Descours. Les Allemands sont prêts à nous reprendre. On attend juste un geste de Renault. Renault, non, il se débarrasse de 300 personnes, voire plus. Cette entreprise fait vivre 800 à 900 familles. On attend un coup de poing sur la table de l'État en disant « Sauvez les emplois morbihanais ». On pense à nos collègues de Michelin. Là, je compte sur M. Macron, qui disait, il y a quelques années, la réindustrialisation française. Il a l'exemple. On peut avoir un partenariat avec des Allemands. Ils étaient là encore hier. Ils sont prêts à signer. On peut travailler pour John Deere, on peut travailler pour le ferroviaire, pour l'armement. C'est un sujet, malheureusement, qui est en pleine actualité. On a de quoi travailler. On a un outil moderne. Ce qu'on demande, c'est un accompagnement. Donc là, moi, j'en fais appel à M. Macron. On reste dans le Morbihan. 150 personnes se sont mobilisées devant les urgences de l'hôpital de Pontivy. Dans les rangs, le personnel de l'établissement de santé, mais aussi des retraités, des élus locaux. Ils ont répondu présents à l'appel d'une intersyndicale. Ils dénoncent la future régulation des urgences la nuit. Cette organisation doit prendre effet à compter du 6 janvier 2025. Pour les syndicats, ce sont les prémices d'une fermeture définitive des urgences à Pontivy. On écoute Marie-Madeleine Doré-Lucas, élue à l'opposition de Pontivy, au micro de Pierre Bernard. Écoutez, nous sommes là réunis aujourd'hui pour défendre notre hôpital public, pour défendre l'accès aux soins de tout à chacun sur le territoire numéro 8 en Centre-Bretagne, parce que force est de constater aujourd'hui que le principe d'égalité en termes de services publics est rompu et que le pacte républicain est rompu.
aujourd'hui, si une personne est dans une situation critique en termes de santé, elle risque de passer, ou en tout cas, elle risque pour sa propre vie. Donc aujourd'hui, plus que jamais, et je suis une des seules élues à être là, à défendre notre service public de santé, un beau système qu'on est en train de dégrader tous les jours, et où il n'y a qu'une logique de rentabilité au détriment de l'intérêt général de tous. Allez, en 30 secondes, Sandrine Lefeur, Corentin Le Fur et Pierre-Yves Cadalin, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, on attend la nomination. Son profil, ça va être quoi Franchement, je ne sais pas. Moi, j'espère qu'on aura une personne qui sera de nouveau en capacité d'aller chercher de chez les LR, en incluant le PS, voire les écologistes, pour travailler et avoir vraiment quelque chose pour sortir la France de cette situation. Un gouvernement qui puisse travailler avec tout le monde. Corentin Le Fur. Également, il faut qu'on aille assez vite parce qu'il y a une urgence, on l'a vu sur vos sujets économiques et sociaux. Il faut qu'on avance pour l'hôpital, il faut qu'on avance pour les entreprises. Donc, il faut un gouvernement qui ait la même méthode, en tout cas au moins que Michel Barnier, l'écoute, le respect, aller faire des pas vers les uns et les autres. C'est comme ça qu'on trouvera des compromis et des solutions pour avancer au service des Français. Et juste un mot, en effet, plein soutien pour l'hôpital Querio. Typiquement, c'est un sujet de santé, l'hôpital public, sur lequel il faut qu'on avance absolument, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des régulations comme ce qu'on a. Pierre-Yves Cadalin. Oui, bon, par exemple, ce sujet, ce mépris pour les fonctionnaires, ça ne vient pas de nulle part. Il vient d'une politique publique qu'il s'agit de transformer profondément. Donc il faut passer à autre chose, sur une autre logique politique. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est, compte tenu de la situation, compte tenu de la grande responsabilité du président dans la situation, eh bien, que le vote vienne trancher. Car ce que nous payons également, c'est le refus d'Emmanuel Macron de débattre en 2022 au premier tour. Or, aujourd'hui, non, mais les orientations économiques et politiques du pays doivent être décidées désormais. Il faut qu'il démissionne et il faut qu'il y ait un vote, qu'enfin les choses soient tranchées et pour que nous puissions pour changer la vie des gens et pour améliorer la vie des enseignants, des infirmières, des aides-soignants qu'on a entendu. Merci Pierre-Yves Cadalin, Sandrine Lefeur. Pensez aux gens. Allez, une petite virgule, on passe à la culture.